une voiture roule sur la route à environ 300 km à l'ouest de Paris. À l'intérieur se trouve un couple. Elle conduit, tandis que lui dort à l'arrière. Ils mènent une vie complètement nomade depuis des années, depuis leur rencontre et leur mariage, sans trouver l'endroit où s'enraciner. Ils sont passés par l'Égypte, le Maroc, l'Arabie Saoudite et l'Espagne, de maison en maison, passant même des saisons dans des campings. Mais la France est définitivement l'endroit où ils veulent vivre. Ils fuient le bruit, la grande ville, la police qui les arrête à chaque contrôle aéroportuaire, mais également l'idée que tout le monde se fait d'eux. Parce que pour beaucoup de gens, ce couple est l'incarnation du mal. Voici Hechos Reales, le podcast où nous vous racontons des histoires qui semblent fictives, mais qui sont pourtant vraies. Suivez-nous sur votre plateforme favorite. Épisode 8. Le voisin. Année 2017, nous sommes à Domfront, une ville médiévale de la Normandie rurale, l'une des rares à avoir échappé au bombardement pendant la Seconde Guerre mondiale. Domfront conserve ses rues pavées et son château du XIe siècle, une ruine au sommet du village. Les habitants disent que dans ce village, perché sur une colline entourée de vergers de poiriers et de prairies verdoyantes, il y a plus de vaches que d'habitants. Environ 4000 personnes qui se consacrent à la production de cidre, de fromage et de sarrasin. Ce qui est curieux à Domfront, c'est que, bien que ce soit une zone rurale vide de l'intérieur de la France, elle est très internationale. Il y a presque autant de Britanniques que de Français. Historiquement, les citoyens des deux pays ont coexisté dans cette région depuis l'époque de Guillaume le Conquérant, le premier roi d'Angleterre. De nos jours, c'est l'endroit parfait pour un retraité qui souhaite s'adonner à une vie paisible, en contact avec la nature. Ou pour quelqu'un qui veut passer inaperçu. Nos protagonistes sont Omar et Zaina. Il est grand, brun, robuste, avec une barbe, la peau foncée et les yeux marrons. Elle est petite, la peau claire, avec de longs cheveux noirs aux reflets violets et des yeux bleus. Ils sont en couple depuis 10 ans, et ce qu'ils cherchent à ce moment de leur vie, c'est un endroit stable où vivre. Elle pense depuis un moment à ouvrir un salon de thé, peut-être un petit restaurant local. Et lui, il veut passer du temps dans un endroit où il peut faire du vélo et monter à cheval, sa grande passion. L'idée est d'acheter une maison qu'ils peuvent rénover dans cette région de France, qui n'est pas trop chère, une maison qu'ils ont beaucoup de mal à trouver. À la fin de 2017, ils visitent une agence immobilière dans le centre du village. Le couple parle à peine français, ils communiquent en anglais, mais ils se font comprendre et l'agent immobilier leur montre plusieurs propriétés. L'une d'elles attire immédiatement leur attention. C'est une ancienne tannerie de 2 étages au centre d'une prairie traversée par une rivière. Un espace isolé, entouré d'arbres. La maison est accolée à un sentier qui mène au touristique Mont-Saint-Michel. Un endroit charmant pour vivre où, de plus, il y a de la place pour élever les animaux qu'ils veulent avoir. L'agent est satisfait. La vente semble facile et le couple prend congé avec la promesse d'une visite imminente à la maison. À peine 5 minutes se sont écoulées depuis qu'ils ont quitté l'agence immobilière lorsque... Un gendarme veut des informations sur le couple. Pourquoi cherchent-ils une maison? Pourquoi ici? Ont-ils l'intention de rester? La gendarmerie pose 1000 questions sur les visiteurs, mais elle partage aussi un détail avec le vendeur sur ses clients, leur nom de famille.
L'agent immobilier a peur. Que vont penser les habitants du village s'ils apprennent cela? Que pourrait-il se passer? Cela affectera-t-il les affaires? Malgré toutes ces questions, il est d'accord pour leur vendre la maison et garder le silence. Après tout, qui connaît le nom de famille de ses voisins? Après des mois de paperasse, le couple emménage dans sa maison nouvellement acquise en périphérie de Domfront. Peu à peu, ils commencent à s'intégrer, s'inscrivent à des cours de français. Pour les habitants locaux, Omar et Zaina sont des personnes affables, menant une vie discrète. Ils vont seulement de temps en temps à une brocante d'antiquités en périphérie du village et occasionnellement au bar le plus fréquenté de la région, le Central. Ils sont également des habitués du centre équestre d'Ambrières-les-Vallées, dirigé par Barbara Bischeglia. Première fois, mais en tout cas, ils sont venus spontanément parce que Omar est passionné de chevaux. Mais voilà, ils sont venus demander s'ils pouvaient avoir des séances, plutôt partir en balade. Donc, pour partir en balade, ça se programmait. On se programmait des rendez-vous au moment où j'avais des opportunités, on pouvait être entre nous. Et je l'ai emmené plusieurs fois en balade. Même Zaina aussi est venue en balade avec moi. Et au fil du temps, Omar a pris des leçons privées et collectives. Et puis, avant tout, c'est d'aller en extérieur, profiter de la nature, à dos de cheval, tranquille, qui lui plaît, quoi. Barbara est d'origine finlandaise. Et bien qu'elle ait grandi à Paris, elle parle parfaitement anglais, ce qui lui permet de s'entendre rapidement avec le couple. Elle non plus n'est pas originaire de la région et a choisi le bocage mayennais pour installer son centre équestre dans un environnement rural. Très vite, elle se lie d'amitié avec Omar et Zaina. Elle ne sait pas grand-chose de leur vie, mais ne pose pas de questions car, comme tout le monde dans la région, Barbara a appris à être aimable et à ne pas trop s'immiscer dans la vie des autres. Alors, il m'a surpris un jour quand il allait chercher la jument qu'il montait régulièrement. Il faisait une rotation sur 2-3 chevaux régulièrement. Et donc, un jour où je lui ai dit qu'il montait tel jument, donc il part avec le licol et tout ça, et je vais pour le rejoindre. Et en fait, quand je l'ai rejoint dans le pré, il avait chopé la crinière, il s'est mis à cheval dessus et il rentrait avec la jument. Juste en tenant la crinière, il descendait le champ. Et de là, il m'a expliqué que c'est comme ça qu'il faisait là où il était avant. Là où il était avant. De quel endroit parle-t-il? Qui lui avait appris à monter à cheval de cette manière? Barbara sait seulement à ce moment-là que le couple a une grande différence d'âge. Il a 35 ans et elle en a 60, bien qu'elle paraisse beaucoup plus jeune. Tout ce qu'ils lui ont dit, c'est qu'ils sont arrivés à Domfront dans une fourgonnette avec laquelle ils ont auparavant parcouru l'Espagne, l'Italie et enfin la France. Et puis il y a l'évidence. Il est d'origine arabe, amoureux des chevaux, silencieux, bon cavalier. Il est aussi évident qu'il cache quelque chose. Quand on les rencontre au début, Zaina, le dialogue, nickel tout de suite. C'est quelqu'un qui échange énormément. Et Omar est plutôt, ici en Mayenne, on dit un taiseux. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne va pas parler, qui est dans ses pensées, qui est dans son monde et tout ça. Barbara passe du temps avec le couple. Ils discutent lors de longues promenades à cheval, pendant les pauses, lorsqu'ils terminent et doivent nettoyer les animaux. Les liens entre eux se resserrent rapidement, mais leur passé reste un mystère, jusqu'au jour où Zaina me dit voilà, j'ai un truc à te dire. Elle m'a dit tiens, je vais te dire, on s'appelle Ben Laden. Et j'ai dit Ben Laden comme Oussama Ben Laden. Elle fait oui. Je dis vous êtes de la famille et tout ça. Elle me dit Omar, c'est le fils d'Oussama. قد أصابه الله سبحانه وتعالى في مقتل. On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. Tonight, I can report to the American people and to the world
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden. Omar raconte à Barbara qu'il est le 4e fils de la première femme d'Oussama Ben Laden. The leader of Al-Qaeda, and a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women, and children. L'homme qui a secoué le monde avec son attaque contre les tours jumelles, le terroriste le plus recherché pendant des décennies, tué en mai 2011 lors d'une opération américaine au Pakistan. That a bright September day was darkened by the worst attack on the American people in our history. C'est vrai que sur le coup, ça m'a surpris, mais ça n'a pas changé mon opinion sur chacune des personnes. Je suis restée avec les mêmes pensées sur le relationnel qu'on avait déjà instauré. C'est de son père que lui vient l'amour des chevaux. Quand il était enfant, Omar vivait en Arabie Saoudite et son père possédait une ferme avec des chevaux, des chèvres et des gazelles. Ils étaient riches grâce à son grand-père, un important magnate de la construction qui avait fait fortune grâce à ses relations avec la famille royale saoudienne. Parmi les vingtaines d'enfants de Ben Laden, Omar a été choisi par son père comme successeur à la tête de l'organisation terroriste Al-Qaïda lorsque la famille s'est installée en Afghanistan. Il a été retiré de l'école à 12 ans pour participer aux entraînements sévères des hommes d'Al-Qaïda et à une partie de leurs opérations. Jusqu'à ce qu'en 2000, à 18 ans, Omar déclare que cela suffisait, que la guerre n'était pas pour lui. Il est parti vivre en Syrie avec sa mère. C'est là qu'il se trouvait le 11 septembre 2001, lorsque 2 avions de passagers ont percuté les tours du World Trade Center à New York, tuant près de 3000 personnes. Il n'a plus jamais revu son père. Et donc, il m'a expliqué sa vision, pourquoi ça en est arrivé là. Mais par contre, il n'est pas du tout d'accord avec ce qui s'est passé au niveau de la personne des innocents. Mais ce n'est pas parce qu'on est le fils d'eux qu'on est le portrait d'eux. Bon, oui, moi, c'est la personne que j'ai devant moi qui compte, c'est pas ce qui gravite autour. Barbara arrive à la conclusion que son passé, l'histoire du père d'Omar, est quelque chose qui n'influence pas son présent. Elle décide de garder pour elle ce qu'elle vient d'apprendre. La vie continue à Domfront sans accroc jusqu'à ce qu'en janvier 2020, un journaliste arrive dans la région. Il s'appelle Nicolas Guégan et a été engagé par Ouest France, le plus grand quotidien de la région. Guégan n'est pas particulièrement enthousiaste à propos de son nouveau poste. Il pense que cette zone de Normandie n'a pas de grandes nouvelles à offrir. À Ouest France, c'est un peu perçu comme le pire endroit où tu peux te retrouver, quoi. Parce que t'es vraiment au milieu de nulle part et qu'il se passe pas grand-chose. Mais un jour, une source donne à lui et à sa collègue une information. Le fils de Ben Laden vit à Domfront. Les 2 journalistes ont du mal à y croire. Le fils de l'homme le plus haï vit dans un paisible village de Normandie. Plein de questions. La première question, c'est est-ce que c'est vrai ? Comment c'est possible déjà, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est possible ? Comment Omar Ben Laden, fils de Oussama Ben Laden, peut vivre à Domfront sans que personne ne soit au courant ? Parce que Domfront, c'est le trou du cul du monde. Les 2 journalistes commencent à enquêter discrètement dans le village. Ils ne veulent pas faire de vagues, car la concurrence, le quotidien. Le télégramme pourrait en avoir vent. Ils parlent à un agriculteur, posent des questions à quelques collègues et consultent même la procureure de la région pour savoir s'il y a une enquête en cours. Rien. Finalement, ils ont une conversation avec le chef de la police. Sait-il s'il y a un Ben Laden qui vit dans les environs ? Vous avez dit oui, vous savez, c'est pas grand-chose. Au final, ouais, enfin voilà quoi. De temps en temps, on le croise, pose pas de problème. C'est quelqu'un comme un autre. C'est une personne comme une autre, quoi. Mais il était un peu emmerdé, c'est le mot, à l'idée que ça puisse sortir dans le journal, parce que il craignait éventuellement que ça puisse susciter pas des manifestations, mais voilà, que ça. Enfin, généralement, les officiers de gendarmerie comme de police, ils veillent à leur carrière et
tout ce qui peut, le mieux c'est de parler, c'est de rien dire. Comme lorsqu'on dit rien, au moins on n'attire pas l'attention et au moins on est tranquille et on poursuit son chemin. Donc, les journalistes se posent aussi d'autres questions. Pourquoi personne ne semble savoir grand-chose à Domfront ? Et pourquoi ceux qui en savent ne lui accordent-ils pas plus d'importance ? Peut-être, se disent-ils, est-ce parce qu'à Domfront, la discrétion est la norme. Peut-être est-ce à cause de leur passé de production d'eau-de-vie lorsqu'elle était interdite ou de l'occupation nazie. Quoi qu'il en soit, les habitants semblent être habitués au silence. Personne ne s'immisce là où on ne l'a pas invité. Et cela a attiré tous ceux qui ont eu besoin de passer inaperçus. Si on fait un cercle de 40 km, au nord de Flers, on avait pendant longtemps un responsable de la bande Abadher, groupe terroriste d'extrême gauche allemand, qui a vécu là pendant des années, en toute quiétude, avant d'être arrêté puis libéré parce qu'il était trop vieux. Il y avait aussi des responsables de l'ETA qui ont été arrêtés dans un village voisin. Il y avait à côté de Flers un des plus grands gangsters anglais qui avait braqué l'or à Ifo lors d'un braquage, qui avait acheté un château là. Avec tout cela en tête, les journalistes commencent à avoir des doutes éthiques. Est-ce vraiment une nouvelle que le fils de Ben Laden vit à Domfront ? À qui profite la publication de cette histoire ? Qui pourrait en pâtir ? Ils ne sont pas si sûrs que ce soit quelque chose qu'ils devraient rendre public. Parce que Ouest France est un journal extrêmement rigoureux, notamment sur les faits divers et notamment sur la protection de la vie privée des gens. C'est pas parce qu'on est le fils de Ben Laden qu'on n'a pas le droit de vivre en toute quiétude en Normandie. Ça nécessite pas forcément un papier. Quel est l'intérêt pour le lecteur, si ce n'est de faire naître une polémique qui, d'ailleurs, très vite pourrait être récupérée par l'extrême droite, par exemple, parce que fait le fils d'un terroriste en France, c'est quand même, ça interroge. Même nous, ça nous interroge. Finalement, le journal décide que ce n'est pas une histoire d'intérêt public et qu'elle porte atteinte à la vie privée, et ne la publie pas. Jusqu'à ce qu'un autre média la révèle. Le 1er mars 2021, le magazine Vice en Australie publie « Omar Ben Laden, peintre en Normandie ». Nicolas Guégan découvre la nouvelle en mangeant un poulet chez sa collègue journaliste. Et puis on sort de table et on se dit « Ah putain, ça y est, c'est sorti. Va falloir s'y coller. » Le journaliste prend la voiture et se dirige vers Domfront. Après un certain temps, il arrive devant la maison des Ben Laden. Je me présente devant la porte, je sonne, je tape à la porte. Bon, il y a personne, quoi. En appuyant sur la sonnette, Nicolas remarque qu'une caméra est braquée sur la porte et commence à l'enregistrer. Et là, à ce moment-là, je laisse ma carte, je griffonne 2-3 mots sur ma carte professionnelle, je la mets dans leur boîte aux lettres et puis je m'en vais parce que finalement, il y a pas grand-chose de plus à faire. Le journaliste retourne à son bureau et passe des heures à rechercher des documents pour son article. Dans le tabloïd The Sun, il trouve une interview réalisée peu après le mariage d'Omar et Zaina. Il découvre que Zaina est en réalité britannique. Elle s'appelle Jane Felix Brown et c'est son 6e mariage. Pour Omar, c'est le 2e. À l'époque, elle a 3 enfants et 5 petits-enfants. Omar a également un fils avec son ex-femme. Guégan lit qu'ils se sont rencontrés en 2006 en Égypte, en montant à cheval. Omar vivait alors en Arabie Saoudite, où il dirigeait une entreprise de construction liée au groupe Ben Laden, et elle vivait à Cheshire, au Royaume-Uni. Ils étaient en vacances lorsqu'ils se sont rencontrés, et 15 jours plus tard, ils étaient mariés. Depuis lors, la vie commune des deux est accessible à ceux qui souhaitent la lire. Zaina publie presque tout sur Facebook, qu'Omar est bipolaire et qu'elle a la sclérose en plaques, qu'ils sont passionnés par les bijoux coûteux, les voitures de luxe et la vie américaine. Guégan trouve également un câble de l'agence Associated Press où Omar annonce qu'il souhaite devenir ambassadeur de la paix pour défendre l'islam dans le monde et organiser une course de chevaux, une sorte de Paris-Dakar-Équin,
pour promouvoir la tolérance et l'harmonie entre les êtres humains. Et Omar Ben Laden, lui, c'est le fils du mauvais enfant qui a désavoué le père. Aussi chez Omar, la grande souffrance de pas être ce qu'il aurait pu être. C'est-à-dire que la fortune Ben Laden, elle vient du grand-père d'Omar, qui a été un grand agent. Le grand-père d'Omar a fait fortune grâce au BTP, grâce à la construction. Et donc à sa mort, les deux fils se partagent l'héritage. Il y en a un qui est donc Oussama Ben Laden, qui va mettre son argent au service d'abord de la lutte armée contre l'URSS en Afghanistan, mais très vite au service du terrorisme. Et puis de l'autre côté, il y a l'autre fils qui, lui, va entretenir l'héritage familial et va continuer avec le BTP. C'est d'ailleurs surtout ce côté-là de la famille qui est installé en Europe. Et donc lui, il est né du mauvais côté. Ce qui est sûr, c'est que lui, à un moment donné, il a essayé de faire des affaires dans le BTP avec la famille de son oncle. Ça n'a pas trop marché. Le 4 mars 2021, Ouest France publie l'article de Nicolas. Dans la région rurale de l'Orne, le fils de Ben Laden vit comme un citoyen ordinaire. Le quotidien ne précise pas dans quel village, mais ce matin-là, à Domfront, tout le monde a les yeux rivés sur le journal. Beaucoup découvrent à peine qu'Omar, ce voisin timide qui monte à cheval, est le fils d'Oussama Ben Laden. Comment cette révélation impacte-t-elle le village ? À Patrick Brionne, agriculteur, la nouvelle arrive alors qu'il est occupé à travailler sur sa nouvelle récolte de sarrasin. Mais l'information sur son voisin ne tarde pas à lui parvenir. En quelques minutes, la nouvelle se répand dans tout le village. S'il n'y avait pas eu les articles de presse, il y a très peu de monde qui aurait su qu'il était là. Donc oui, les problématiques qu'on connaît aujourd'hui liées à l'inflation sur un territoire comme le nôtre, qui n'a rien à voir avec l'urbain. On est vraiment dans une campagne où le revenu moyen des gens est faible. Donc oui, la question, elle est plutôt liée à comment je vis. pas comment les autres vivent. Cependant, certaines plaintes arrivent sur le bureau du maire, Bernard Soule, membre du Parti conservateur Les Républicains, le même que les anciens présidents Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Mais effectivement, quand ça passe après dans les médias locaux mais nationaux aussi, les gens bien intentionnés qui sont plutôt marqués d'une certaine encre se sont manifestés en disant mais comment peut-on autoriser des gens comme ça à vivre sur le sol français et en particulier chez nous en fait. Et là où effectivement les gens m'ont interpellé qu'en fait t'étais au courant. Oui, je suis au courant, et alors, il vous gêne en quoi ? Dites-moi, expliquez-moi. Le maire le sait parce qu'Omar, quelques mois après son arrivée à Domfront, s'était présenté à la mairie et lui avait remis le livre qu'il avait écrit avec sa mère, publié en 2009. « Grandir en étant Ben Laden ». Dans ce livre, il raconte son enfance, ses traumatismes. Par exemple, lorsqu'il était adolescent, son meilleur ami a été kidnappé et victime d'un viol collectif. Bien qu'il soit la victime, il a été accusé d'avoir eu des relations sexuelles avec des hommes, ses ravisseurs. Le simple soupçon d'homosexualité étant intolérable, les dirigeants d'Al-Qaïda, les compagnons de son père, ont décidé de l'exécuter. Le maire, ayant lu le livre, a une idée précise de l'identité revendiquée par Omar, et cela lui permet de rassurer ceux qui lui posent des questions. Après, ce sont pas des malfaiteurs, ce ne sont pas des terroristes, même si son père a fait ce qu'il a fait, mais ils n'ont pas à avoir, si vous voulez, cette image sur notre territoire, parce que ils sont fils d'eux, quoi, c'est tout. Vous avez des fils de bourgeois, des fils de prolétaires, des fils de gens comme mes parents, très modestes.
Et après, nous sommes tous égaux. Je suis humaniste, plutôt de sensibilité, et j'étais soignant dans ma carrière, donc j'ai plutôt l'empathie d'aller vers les autres et d'essayer d'apporter quelque chose là où il y a besoin. Mais pour certains habitants, ces explications ne suffisent pas. Ils pensent que c'est la version d'Omar et commencent à faire parvenir au maire des coupures de presse relatant les aspects les plus sombres de l'histoire des Ben Laden. D'autres l'avertissent lorsqu'ils le croisent. Apprends à être prudent. Ne sois pas si naïf. Tel père, tel fils. J'ai essayé de démonter leurs arguments. Bon, c'était vraiment... C'est très peu de gens. Très peu de gens. Mais qui auraient pu être rapidement agressifs et voire partir sur une communication beaucoup plus large. Donc j'ai réussi, apparemment, si vous voulez, à calmer le jeu et à les faire rentrer chez eux. Le maire connaît bien ses concitoyens. Il sait que les Normands sont calmes, réservés et expriment leurs opinions dans les urnes. Mais nous avons tous, c'est dans nos gènes, le côté donc qui rejoint aussi la discrétion que je disais au préalable, les gènes de paysans, donc qui sont très heureux de vivre dans leur coin, qui ne font pas de bruit, qui essaient sans être écolo, marqués politiquement, parce que c'est surtout pas mon... Voilà, on est bien ensemble, on vit ensemble, on est peinard, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de délinquance. Et donc, ce sont les origines de la France. La France a été rurale. Le maire attribue également ce caractère réservé à un fait historique, l'occupation nazie pendant la Seconde Guerre mondiale et la résistance française. Les habitants ne savaient pas qui était collaborateur, ni qui luttait contre les troupes d'occupation. Je pense que ça a peut-être été amplifié dans notre éducation par ces phénomènes d'occupation et de se méfier de tous les collabos, tout ce qui existait, se méfier de ses voisins, de sa famille, sa propre famille, voire d'une génération à l'autre, voire peut-être même dans les couples. Parce qu'il y a eu des résistants dont le conjoint ne savait pas que leur conjoint était résistant. On a une dame qui est décédée il n'y a pas longtemps, là. Elle était résistante à l'âge de 12 ans. Elle nous racontait qu'effectivement, elle a eu des tas d'amis qu'elle a connus au sein de la résistance à l'époque. Et après, dans les couples, où le conjoint ignorait la partie active du mari ou de la femme. C'est quand même curieux. Ainsi, bien que le maire reçoive effectivement certaines plaintes après avoir appris qu'un Ben Laden vit à Domfront, Omar et Zaina vivent la situation avec une certaine tranquillité. En partie, ils sont habitués au choc initial que leur nom de famille peut provoquer. C'est ce que raconte Zaina, assise dans son salon de thé avec un café turc devant elle. La plupart des gens, lorsqu'ils l'apprennent, ne nous adressent plus la parole pendant une semaine. Et je sais que cela va arriver. C'est le temps qu'il leur faut pour digérer la nouvelle. Parce que c'est un choc, vous savez, ce n'est pas comme dire « Oh, mon père s'appelle Mick Jagger » ou « Ma mère, c'est Céline Dion » ou quelque chose du genre. Non. C'est quelque chose que les gens doivent digérer. Et je comprends que ce soit un choc. Ont-ils remarqué quelque chose, un changement parmi leurs concitoyens? Un silence gêné? Non, non. Rien n'a changé. Personne n'a rien dit. Beaucoup de gens disent que certains Européens ont de forts préjugés. Mais vous savez, je n'en ai jamais croisé. En plus de révéler leur secret à leur moniteur d'équitation Barbara, le couple avait également partagé l'information avec quelques amis proches. Tous avaient accepté l'histoire et avaient préféré rester discrets. Vous savez, il y a un moment lorsque l'on se fait des amis où il faut leur dire. Ce n'est pas juste de ne pas le faire. Si nous nous étions rencontrés dans un bar, par exemple, et que l'on décidait de sortir ensuite, par exemple au restaurant, au cinéma, il y a un moment où il faut le dire, parce que si jamais vous vous faites interroger, ou bien s'il se passe quelque chose, il faut le savoir. Sinon, ce n'est pas juste. Lorsque tout Domfront apprend qui sont vraiment Omar et Zaina, ils sont déjà bien intégrés dans le village et ont des amis comme Ariel et son mari Pascal qui tiennent une brocante d'antiquités à l'extérieur de la ville. Le couple s'est bien entendu avec eux, surtout depuis qu'Omar a commencé à peindre, inspiré par les peintures de Zaina pendant la pandémie. Ainsi, en août 2021,
5 mois après la publication de la nouvelle, leurs amis organisent une exposition des peintures d'Omar sur les montagnes d'Afghanistan et quelques paysages maritimes dans leur boutique d'antiquités. Zaina n'hésite pas à convier toute la presse. Nicolas Guégan, le journaliste, reçoit une invitation personnelle pour voir l'exposition, interviewer Omar et même le photographier. J'arrive un peu en avance, je vais voir ces tableaux. Moi j'ai fait de l'histoire de l'art, je suis sensible à l'art. J'ai pas de problème avec l'art contemporain ni quoi que ce soit. Tableau de Omar Ben Laden, je suis pas sûr que ça soit quelque chose de très intéressant sur le plan stricto sensu de ce que ça propose, quoi. Ce qui est plus intéressant, c'est ce que ça raconte. Et moi, je m'étais noté quelques petites questions. Notamment, j'avais envie de lui demander à la fin, pour plaisanter un peu, mais parce que je savais qu'il allait me répondre que oui, si un jour il pensait être plus célèbre que Van Gogh. Il me dit oui, plus célèbre que Van Gogh. Malgré l'étonnement de Nicolas, Omar commence à connaître un certain succès avec ses tableaux. Son nom de famille vend. À la fin de l'année, le couple achète même 2 autres maisons dans le centre de Domfront. Dans l'une d'elles, Zaina ouvre enfin sa maison de thé et un centre où elle organise des ateliers pour les femmes. À l'été 2023, tout le monde à Domfront semble avoir oublié les connotations du nom Ben Laden. Jusqu'au matin du 6 juillet, à 7 heures du matin, une douzaine d'hommes de la brigade de recherche et d'intervention, une unité d'élite de la police nationale française, spécialement formée pour répondre à des situations à haut risque, telles que le terrorisme et les enlèvements, frappent à la porte de la maison d'Omar et Zaina. Mais personne n'est là. Quelques minutes plus tard, ils font irruption dans le salon de thé de Zaina, situé dans la rue principale du village. Ils arrêtent Omar pour apologie du terrorisme. Ils sont allés à notre maison. Nous n'y étions pas. Nous dormions ici, au salon de thé. Donc, ils sont allés chez nous, puis ils sont venus ici. Ils ont frappé à la porte en criant « Ouvrez la porte ». De là, nous sommes retournés chez nous. De là, la police emmène Omar au commissariat. Pendant qu'il est interrogé, Zaina attend. Le couple passe la moitié de sa vie à fuir depuis qu'ils se sont rencontrés. D'abord, ils ont dû quitter l'Égypte où leur permis de séjour n'a pas été renouvelé. Ils ont aussi fui l'Arabie Saoudite par peur que quelque chose ne leur arrive. Ils n'ont pas voulu vivre en Grande-Bretagne, malgré le fait que ce soit le pays d'origine de Zaina, en raison du Brexit. Ils ont tenté de demander l'asile en Espagne, mais le gouvernement l'a rejeté. Et maintenant qu'ils ont enfin obtenu la résidence en France, ils risquent d'être expulsés du pays. Mais de quoi sont-ils accusés? Le fait qu'ils ne savaient même pas où nous étions est franchement ridicule. Parce que si vous avez des personnes qui viennent pour vous arrêter, ils devraient d'abord savoir où vous êtes. Inconscient de tout ce qui se passe, le maire quitte bientôt sa maison ce matin-là, car il doit se rendre à Alençon pour une réunion avec des politiciens de la région. Il passe la journée là-bas et, à la fin de l'événement, tout le monde sort pour une photo de famille. Soudain, la presse l'entoure avec des questions. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce matin à 6 heures? Vous voulez pas nous répondre? Si, mais je suis au courant de rien, en fait. Bon, j'arrive à les convaincre, effectivement, de mon honnêteté, en fait, ou de mon ignorance, d'abord. Le maire devine ce qui a pu se passer et décide de retourner en courant à Domfront. Pendant le trajet de retour, dans la voiture, son téléphone ne cesse de sonner. Voisins, journalistes, tout le monde l'appelle pour savoir pourquoi la police a fait irruption dans le village ce matin. Je prends la voiture, je rentre. En revenant, j'ai le publicateur libre local qui m'appelle. La rédactrice en chef a dit vous pouvez me dire ce matin à 6 heures? Non, bah. Apparemment, vous êtes tous au courant. Et je dis mais vous savez qui a été arrêté? Elle me dit je crois que c'est Ben Laden. Je dis alors attention quand même, méfiez-vous parce que moi j'ai eu la question par vos collègues, les journalistes sur Flair, qui m'ont nommé personne. Alors qu'Omar est toujours en détention, Zaina apprend ce qui s'est passé. Une blogueuse a signalé qu'un message a été publié depuis un compte Twitter nommé Omar Ben Laden, visant à commémorer le 10e anniversaire de la mort d'Osama. L'histoire
dit le message, ne s'écrit qu'avec le sang de ces personnes, pour raconter les histoires de ces martyrs qui ont marqué l'histoire, construit des nations et apporté la gloire. Leur sang est le soutien de notre foi jusqu'au jour du jugement dernier. Qu'ils reposent en paix. Je ne me souviens pas de ce que disait le tweet en question précisément. Mais pour résumer, il disait que tous les gens qui meurent à la guerre sont des héros. Son père était considéré comme un héros lorsqu'il a combattu dans la guerre d'Afghanistan lors de l'invasion soviétique. Mais il n'était pas un héros. C'est toujours ce qu'Omar a défendu. Ce qui s'est passé le 11 septembre, que ce soit ou non le père d'Omar qui l'ait fait ou non, n'était pas un acte héroïque. Omar a toujours dit qu'il était lui-même une victime. Les enfants ne sont pas responsables. Ils ne sont jamais responsables pour les actions de leurs parents. Les parents peuvent être responsables des actions de leurs enfants si tu ne les as pas élevés correctement. Mais un enfant n'est pas responsable des actions d'un parent. À 20h, le maire de Domfront n'a toujours pas réussi à confirmer les rumeurs selon lesquelles Omar aurait été arrêté. C'est ce qu'il essaie de faire dès son arrivée au village. Je passe à Domfront, je vais essayer discrètement de poser une question ou deux autour de moi, et je vous rappelle après. Coup de peau, un copain voisin en face vient, m'interpelle. J'arrive, et salut, ça va, et tout. Il me dit, bah dis-donc, ce matin, il y avait les cow-boys qui étaient là. Et je dis, oui. Alors évidemment, je fais l'ignorant. Mais oui, ils ont arrêté un mec dans la grande rue. Mais je dis, tu sais qui c'est? Je dis, non, je ne sais pas. Zaina est inquiète. Elle sait que soudainement, les gens de Domfront voient Omar d'un autre œil. Les gens ont parlé d'Omar. Omar pourrait être dangereux. Omar est peut-être là. Il fait peut-être ci et ça. Mais il n'y a aucune chance qu'il ait fait ça. Je suis celle qui lui crie dessus. Il ne me crie pas dessus. Il est très paisible. Il aiderait tout le monde. Mais il n'a pas eu d'éducation traditionnelle. Il est vulnérable et il a des difficultés pour apprendre. Donc, vous savez, il parle anglais. Il n'écrit ni ne lit très bien. En tout cas, après l'arrestation, Omar risque d'être expulsé du pays ou même de passer 7 ans en prison. Au commissariat, Omar essaie d'expliquer à la police que ce n'est pas la première fois que quelqu'un usurpe son identité sur les réseaux sociaux. Il leur dit que ce compte, effectivement, est le sien, mais qu'il a été piraté. Il leur explique aussi qu'il y a des dizaines de comptes sur Internet avec son nom, son prénom et sa photo, et que lui et Zaina ont déjà signalé le tweet. Omar a dit simplement qu'il ne l'avait pas fait. Il a dit par contre qu'il connaissait la personne qui avait publié le tweet parce que nous avons signalé le tweet plusieurs fois. Je l'ai signalé. Omar l'a signalé également. Des personnes que nous connaissons l'ont signalé à Twitter et il a été supprimé. Mais la police veut être certaine. Comment savoir si ce n'est pas Omar qui a loué la figure d'Osama? La police demande à Zaina d'apporter tous les passeports d'Omar. Le tweet a été envoyé depuis le Yémen et les agents veulent savoir où il a passé les dernières années. Je lui ai donné une copie de son passeport. Je leur ai donné les 3 passeports, les 15 dernières années. Il a seulement été en France et, bien sûr, en Europe. Donc, il n'a jamais été au Yémen. C'est impossible. Finalement, avec toutes les preuves fournies, la police libère Omar. Le fils d'Osama retourne un temps au Qatar. Toute l'affaire du tweet l'oblige à prendre du recul loin de Domfront. Mais il revient peu de temps après. Un soir, il réapparaît au bar. Omar retourne à la communauté. C'est là où il veut être. Un jour, il nous a envoyé plusieurs messages dans lesquels il expliquait ce qui s'était passé et exprimait son opposition à considérer comme héros les martyrs évoqués dans le fameux tweet. Anyone considering any action that would harm others must stop.
Quiconque considère que des actions nuisibles aux autres est acceptable doit s'arrêter, disait Omar. La violence n'est pas la voie. Tuer n'est pas la voie. La destruction de la propriété n'est pas la voie. Aux jeunes, je vous dis que vous avez un grand avenir devant vous. L'éducation est la clé. Omar parlait aussi de sa vie en France, des balades à vélo avec des amis ou des histoires partagées au bar. Il se montrait heureux de vivre aux côtés des collines verdoyantes et du fleuve qu'il voit depuis chez lui, ce paysage qu'il peint encore et encore. La France est pour moi comme une maison, et surtout la campagne en Normandie. Nous avons la mer à côté, ainsi que Saint-Malo et le Mont Saint-Michel. C'est un endroit pour se retrouver soi-même, comme Van Gogh. La France a une certaine magie pour cela. Elle m'aide. Là, Omar Ben Laden continue de peindre sa vie. Sur la boîte aux lettres vertes incrustée dans les murs en pierre de sa façade, il est clairement écrit en lettres noires « Omar et Zeyna Ben Laden ». Un voisin de plus à Domfront, un petit village en Normandie, au cœur de la France, au cœur de l'Europe, un des endroits dans le monde, ils ne sont pas si nombreux, où les péchés des parents ne nous condamnent pas, et où l'on peut avoir une seconde chance. Du moins, pour l'instant. Ce chapitre a été rapporté et rédigé par Laura Liac, Lucia Riera, Marta Rodriguez et Johan Bodinier, en collaboration avec l'équipe de True Story. Hechos Reales est un podcast original de True Story, réalisation et narration, Álvaro de Cozar, productrice exécutive, Pilar Sayans. Scénariste, Álvaro de Cozar, Eva Lamarca et Carola Solé. Assistante de production, Maria Baldazano Design. Sonore, Carlos Díaz Maria Lisa et Josefina Rosenwasser. Marine Édition sonore, Anna Gagnan Conception graphique, André Gallard, voix off du titre, Marta Garcia musique du titre, Ivan Sester. Souscrivez sur votre plateforme audio préférée, donnez-nous votre appui et suivez-nous sur Instagram à podcast Hechos Real.